suis très heureux de vous retrouver en ce moment sur Ecofin Télévision pour ce tout nouveau numéro de votre magazine économique Les Dossiers sur votre télévision qui reviennent aujourd'hui sur des questions particulièrement intéressantes entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo, les relations diplomatiques mais aussi économiques. Nous allons en parler aujourd'hui avec notre invité depuis Washington DC aux États-Unis. Il s'agit des messieurs Antoine Roger Bolamba. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bonjour. Je dois vite rectifier. Je suis à Washington State, à Seattle, à Washington. C'est différent de Washington DC parce que à pratiquement 6 heures de vol, Washington DC et puis Washington State. Juste pour une petite précision, je suis à Seattle, à Washington. Merci beaucoup. Vous êtes donc à Seattle. Merci beaucoup d'avoir apporté cet éclaircissement. Alors, nous allons y aller directement dans le fond de notre émission. Les États-Unis ont ce qu'on appelle l'AGOA, c'est cette loi de rétablissement, en fait cette loi, on va dire, sur la croissance et les opportunités économiques et de développement pour les États de l'Afrique subsaharienne. Alors, après plusieurs années que la République démocratique du Congo ait été exclue de cette loi-là, le président Donald Trump va rétablir la RDC le 23 décembre 2020, après que Félix Tshisekedi, effectivement, ait pris le pouvoir. Alors, ce rétablissement-là de la RDC dans l'AGOA, qu'est-ce que cela peut représenter pour le pays avant de passer justement à autre chose? D'abord, merci beaucoup pour cette opportunité que vous me donnez de m'exprimer sur cette question. Je dois saluer d'abord cette décision de la République démocratique du Congo de regagner, bien de rejoindre l'AGOA et surtout l'impulsion du président, de l'ancien président américain Donald Trump d'accepter que la République démocratique du Congo rejoigne, si vous voulez, l'AGOA. Vous savez, l'AGOA mise sur pied comme organisation, la grande organisation par les États-Unis d'Amérique, favorise, comme vous pouvez bien comprendre ça, le libre-échange. Vous savez, des biens, des marchés et de toute forme d'opération économique entre les États-Unis et l'Afrique. Qu'est-ce qu'il faut retenir? En réalité, les États-Unis est en train de voir plus loin pour comprendre que le marché africain, c'est un marché qu'il ne faudrait pas négliger. Et que l'Afrique a une potentialité. On ne parle même pas seulement de la RDC, mais on parle de l'Afrique comme une potentialité en termes de marché, en termes de business, en termes économiques. Sur les États-Unis, il faut voir très loin et comprendre qu'il faudrait nouer des bonnes relations économiques avec l'Afrique pour favoriser le libre-échange des biens et des services entre l'Afrique et les États-Unis et vice-versa pour essayer de grandir ensemble sur le plan économique et surtout d'aider aussi l'Afrique de grandir sur le plan économique. Moi, je salue honnêtement ce retour de la RDC dans la grande famille AGOA pour permettre et pour rentrer donc dans la danse, dans la dynamique du marché économique. Du marché justement des États-Unis. Alors dites-nous, est-ce que avoir l'évolution de l'économie congolaise, vous pensez que nous allons mettre longtemps dans cet accord une fois de plus parce qu'on le sait que les États-Unis ont des critères notamment pour qu'un pays de l'Afrique subsaharienne, par exemple, exporte ses produits vers le marché américain. Il y a des critères des critères spécifiques qu'il faut respecter. Vous pensez que la RDC va parvenir, en tout cas dans un long terme, à demeurer sur ce marché-là? Bien sûr que oui. Normalement, si on ne répondait pas aux critères, on ne serait pas membre de l'AGOA encore aujourd'hui. Si la RDC figure encore sur la liste des quarantaines pays membres de l'AGOA, je pense qu'on a répondu aux critères. Parce que les pays qui ne répondent pas aux critères sont en dehors. On les a écartés. Vous voyez? Alors la RDC présente un marché potentiel pour les États-Unis. Vous voyez, nous sommes, si vous voulez,
un pays qui a des potentialités qui pourraient aider aussi dans le marché, donc dans la coopération économique entre la RDC et les États-Unis. En réalité, parce que vous êtes en train de parler des critères, je ne sais pas si je vais extrapoler, mais il y a pas mal de produits qui viennent de la RDC et qui doivent rentrer aux États-Unis grâce au fait que nous sommes membres de l'AGOA. Ces services-là, bien ces produits-là, ne payent pas de taxes. Je pourrais peut-être aller dans les détails si vous me posez encore d'autres formes de questions, mais ce marché AGOA facilite que certains produits qui viennent de l'Afrique ne payent pas des taxes pour rentrer aux États-Unis. C'est tout ce qu'on peut comprendre un peu dans le cadre de ce libre échange entre l'Afrique et les États-Unis. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des façons, en tout cas concrètes, vous avez essayé d'évoquer la question tout à l'heure, est-ce qu'il existe aujourd'hui des façons concrètes, des produits qui viennent de la République démocratique du Congo et qui sont commercialisés tranquillement et consommés sur les marchés américains? Chers amis, nous venons de la République démocratique du Congo et nous sommes nombreux ici aux États-Unis et nous mangeons le foufou, nous mangeons la chikwang, nous mangeons les mbinzo, nous mangeons les pondou, nous mangeons les matembele, nous mangeons, vous voyez, toutes ces choses-là, ici, on n'en trouve pas, ces produits en Afrique. Vous voyez, et ça vient, je vous assure mon frère, grâce à ce marché-là. Vous savez, la personne qui a commencé à Goa, c'est Clinton. Vous voyez, le président Clinton des États-Unis. Et Barack Obama, normalement, en 2015, ça devait s'arrêter en termes de projets à Goa. Mais Obama qui était au pouvoir, Obama a encore relancé à Goa. Et ça facilite, si vous voulez, le libre-échange des produits et services. Et tous ces produits que je viens de vous énumérer, parce que ce n'est pas tout, vous voyez, ça ne paye pas de taxes. Donc, quelqu'un qui fait un conteneur de pondou en Afrique là-bas et qui amène ça ici aux États-Unis pour venir commercialiser, il ne paye rien. Grâce à Goa. Est-ce que cela justement peut représenter une bonne opportunité pour l'entrepreneuriat congolais, les Congolais qui entreprennent ici localement? Le marché américain, est-ce qu'il représente aujourd'hui une réelle opportunité de croissance pour les PME ou encore les petites et moyennes entreprises congolaises? Absolument oui. La question c'est seulement pour nous en tant que Congolais, c'est l'information. Si les gens ont l'information et qu'ils frappent à des bonnes portes, je pense qu'ils peuvent bien commercialiser des produits congolais ici. Vous savez, la chikwang, la chikwang, je ne sais pas combien ça coûte là-bas maintenant. Ici, nous achetons la chikwang à 5-6 $. Vous voyez la petite chikwang là, vous voyez un peu, 5-6 $. C'est un marché. En réalité, ça ne paye pas de taxes. Les gens qui ont investi dans ce secteur ici, c'est-à-dire qui ont leur boutique et qui vendent les produits qui viennent de la République démocratique du Congo, ces gens-là, je vous assure, ils font de l'argent. Ils font de l'argent parce que je ne peux pas citer le nom de quelques boutiques. Là, nous allons nous approvisionner en pondou, en matembele, en chikwang, en binzo, en mabele, vous voyez, pour les mamans qui aiment manger un peu les mabele. Vous voyez, vous savez, ça vient tout droit de l'Afrique. Il y a d'autres qui essayent de faire ça ici, un peu de chikwang, ils achètent un peu de bimpuka quelque part ici, un peu de makassa, et ils font un peu de chikwang. C'est bien, ça marche, mais on nous le vend un peu cher. Mais ceux qui viennent tout droit du Congo, vous allez voir ceux qui vont, il y a des Congolais qui ont compris ces marchés-là et qui vont rester pendant quelques temps au Congo. Ils font faire leurs histoires par les Congolais. Ils font des conteneurs, des pondous, des chikwang et ils mettent les conteneurs et ça vient ici. Au nom de la Goa, ça ne paye pas de taxes et quand ça arrive ici, ils vendent ça aux Congolais. Ils font du business. Ils font du business. Vous voyez? Mais est-ce que, M. Roger Antoine, est-ce que vous sentez aujourd'hui, vous qui êtes sur place aux États-Unis, est-ce que vous sentez aujourd'hui des efforts du gouvernement de la République démocratique du Congo pour booster, en tout cas, le secteur économique en ce qui concerne les échanges commerciaux entre les États-Unis et la RDC? Est-ce que vous sentez
ces efforts-là? Nous sentons ces efforts-là. Ou tout simplement, je vous coupe pas la parole, ou tout simplement les opérateurs économiques congolais sont laissés à leur triste essor. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait peut-être recadrer avec le patronat congolais, avec la Fédération des entreprises du Congo, bien, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, avec la Copemeco, mais vous savez, vous voyez, avec toutes les chambres de commerce qui existent au Congo là-bas, c'est-à-dire tout le patronat congolais, il y a possibilité de se créer en dynamique. Je sais que, parce qu'on va en parler, quand on va parler des sommets US-Afrique, je sais que quand le Premier ministre, bien le gouvernement congolais, vous voyez, pourra se représenter à US Summit, comme on appelle ça, le sommet US-Afrique, en réalité, le Premier ministre se fait accompagner aussi du patronat congolais, c'est-à-dire des hommes d'affaires congolais, ceux qui investissent au Congo. Vous voyez, mais ce qui est vrai, c'est que c'est une question d'information. Les gens qui tombent premiers sur l'information, je ne vais pas citer les cas d'autres pays dont je ne maîtrise pas très bien, mais je vais vous parler juste en extrapolant le marché nigérien. Leurs entrepreneurs ont compris, rien que le pondou seulement, le pondou. Mais il y a des gens qui font de l'argent avec ça. Aucun Congolais qui vit ici aux États-Unis, dans tous les États ici des États-Unis, nous sommes plus d'une 50aine d'États où les Congolais habitent. Vous voyez, ils mangent du pondou, ils mangent la chikwang, ils mangent les mbinzo. Vous voyez, il y a des gens qui ont compris cela. Vous allez voir ça comme simplement, ça produit beaucoup d'argent. Et parce que vous avez posé la question sur l'effort du gouvernement, je dois vous dire que je sens, vous voyez, avec ce que M. Alingeti est en train de faire pour militer pour la transparence, si vous voulez, financier au Congo, faire un peu le contrôle, vous voyez un peu, lutter contre la corruption. Ça pourrait encore, c'est une avancée, vous savez, Alingeti est sorti comme ça, vous voyez, auparavant on ne parlait pas de lui. Toutes ces choses-là nous passaient un peu dans l'ombre, on ne comprenait pas les choses qu'on est en train de comprendre aujourd'hui. Là, c'est d'une part, mais de l'autre part, quand je suis le ministre de l'économie congolais, quand je suis le ministre des Finances, quand je suis le ministre du budget, vous voyez, quand je suis le Premier ministre, vous sentez qu'il y a une volonté, il y a un effort de transformer les choses et de faire avancer les choses. Vous sentez qu'il y a un certain narratif un peu différent des anciens dirigeants de la République? Vous savez, la comparaison n'est pas raison, mais est-il qu'à l'époque, l'on a fait aussi des efforts. Mais ce qui est vrai, c'est que parce qu'on parle d'aujourd'hui, je peux dire tout simplement qu'il y a un effort qui s'est fait. Vous voyez, en termes du budget, par exemple, ce qu'on apprend, je vous donne seulement un exemple. Vous allez voir que le budget qui nous est présenté par le gouvernement aujourd'hui n'a rien à voir avec le budget d'antan. Tout à fait. Ce qui veut dire en tout cas que le gouvernement, selon vous, fournit énormément d'efforts pour justement faire en sorte que les relations économiques entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, en tout cas en ce qui concerne les échanges commerciaux, soient au beau fixe. Vous l'avez évoqué anticipativement, la question sur le sommet USA-Afrique, ça va se tenir, ça sera là aux États-Unis du 13 au 15 décembre de l'année 2022, ça sera pratiquement dans un mois. Qu'est-ce que l'Afrique, la RDC en particulier, peut attendre de ce sommet? Oui, vous savez, en réalité, c'est pratiquement chaque année qu'il y a US Summit, US Africa Summit, donc le sommet États-Unis-Afrique. Comme je dis encore, comme pour AGOA, les États-Unis, c'est une nation qui est visionnaire, qui voit que le marché de demain, c'est le marché africain. Donc, travailler avec des dirigeants africains, travailler avec des opérateurs économiques africains, ça pourrait ouvrir encore beaucoup d'opportunités en termes économiques. Vous voyez, alors, comme on a dit il y a quelques minutes, quelques secondes avant, la volonté de la République démocratique du Congo se fait sentir par son leadership politique et économique d'amener le pays vers l'avant, c'est-à-dire de renouer avec toutes ces organisations, toutes ces structures, de rester connecté, d'être là avec là où
les choses se traitent, là où les choses se disent. Il ne faut pas être en dehors. La RDC a préféré non seulement faire partie de US Summit, US Africa Summit, mais aussi faire partie de l'AGOA. Ça veut dire tout simplement que la RDC ne veut pas être en dehors de là où les choses se traitent, là où les choses se disent, en dehors du marché, je veux dire. Alors, la volonté du gouvernement congolais de faire partie de ces grandes structures-là, je veux dire, c'est aussi une volonté de chercher à grandir. Vous voyez, parce que AGOA comme US Africa Summit, c'est pour grandir économiquement. Et la volonté des dirigeants de la République démocratique du Congo s'inscrit dans cette logique, dans ces cadres-là. C'est pourquoi je dis que la RDC, en participant à ces grandes rencontres, pourrait bien se développer, pourrait bien changer des choses sur le plan économique, sur le plan de marché économique entre la RDC et les États-Unis, pour ne pas dire l'Afrique et le monde. Alors, c'est un sommet entre l'Afrique et les États-Unis qui se tient, on va le dire quand même, dans un contexte assez particulier où la République démocratique du Congo, vous le savez, est agressée par son voisin de l'Est, le Rwanda. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les États-Unis, à ce que la RDC puisse parler de manière franche au gouvernement américain sur cette question? Bon, vous savez... ce qui est vrai, c'est que d'abord c'était un regret. Je pense que j'ai suivi le discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, quand il a parlé dernièrement de la situation à laquelle la RDC est en train de faire face, pratiquement de la guerre ou bien de l'appui du Rwanda au mouvement M23 pour agresser la République démocratique du Congo. C'était un grand regret. Et vous savez, quand vous regardez la mine du président, vous voyez qu'il n'était pas, il ne souhaitait pas vraiment que ce genre de choses arrivent au Congo. Pourquoi? Quand un pays est agressé et que le pays est en guerre, ça empêche des investisseurs de venir. Vous voyez, quand la température d'un pays est dans cette situation-là, il est difficile que les investisseurs viennent dans ce pays-là. Ce qui fera que sur le plan économique, ce pays-là continuera à se battre, à struggle, comme on dit en anglais. C'est-à-dire qu'il sera en difficulté. Vous voyez? Alors, malgré la bonne volonté de la République démocratique du Congo, vous voyez, cette guerre est comme imposée à la RDC par ceux qui veulent que la RDC ne puisse pas progresser sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan social. Mais s'il faut encore revenir sur le sommet Africa, États-Unis. Justement, sur ce qui pourrait être le discours du gouvernement des États-Unis d'Amérique sur cette situation qui a pris d'autres proportions, en tout cas actuellement. Vous savez, j'ai suivi d'abord le souhait de Biden, parce que c'est le président Biden qui est en train d'organiser le sommet Afrique-USA de ce décembre, ici du 13 au 15. C'est lui-même qui est la tête. Quand j'ai lu ce que lui il dit par rapport à cela, vous savez, c'est quelqu'un qui a compris qu'il faudrait travailler avec l'Afrique. Il faudrait coopérer avec l'Afrique. Je vais vous dire sans me tromper, mon cher ami, que sans l'Afrique, il y a beaucoup de marchés sur le plan international qui ne pourraient pas tenir. Vous voyez, même le marché américain. Sans l'Afrique, même le marché chinois pourrait être en difficulté. Vous voyez, donc, vous savez, il y a d'abord les Chinois qui ont compris aussi le bien fondé de travailler et bien d'explorer le marché africain, pour ne pas dire du marché congolais. Mais il y a aussi les États-Unis qui viennent, je peux dire en deuxième position, qui ont compris que le marché africain valait la peine de nouer le relation avec les dirigeants, avec les autorités, pour favoriser cette communication économique entre les États-Unis et l'Afrique. On voit plus loin. En réalité, ce discours-là, sûrement les autorités congolaises qui vont participer à ce sommet, ils vont nécessairement dans leur speech relever cette dimension-là. Un pays en guerre, un pays agressé, un pays qui est menacé, un pays à qui on ne laisse pas la tranquillité de se développer, comment est-ce que sur le plan économique pouvait bien être en bonne santé? Donc je pense que le Premier ministre qui pourra justement prendre parole à cette occasion, le ministre des Finances, le ministre du Plan, il y a pas mal d'autres. Ça pourrait aussi être le président
président de la République lui-même. Le président de la République lui-même, s'il sera là, je pense qu'il ne manquera pas de tenir ce genre de propos. Mais peut-être s'il ne sera pas là, le Premier ministre sera là, il pourra parler en son nom. Vous savez, en 2013, ce n'est qu'une parenthèse que j'ouvre, nous sommes venus, l'équipe de presse, l'équipe des journalistes, nous avons accompagné le Premier ministre Matata Ponyo à l'époque pour participer au sommet US-Africa. Vous voyez, et moi, en tant que journaliste de la RTNC, j'avais la charge de produire un petit film sur les opportunités d'investissement en République démocratique du Congo. Le petit film a été projeté de 7 minutes, c'était projeté avant que le Premier ministre Matata Ponyo Mapon ne prenne la parole. Nous avons présenté toutes les formes d'opportunités que offre la République démocratique du Congo en termes de business. Et je veux vous dire la vérité que l'audience américaine, l'audience des investisseurs américains qui étaient là sur place avait salué. Et tout le monde était prêt à venir vers le Congo pour coopérer, pour travailler, pour investir. Mais voyez vous-même, qu'est-ce qui se passe? Mais avant justement de refermer cette parenthèse-là que vous avez ouverte, qu'est-ce qui avait fait à l'époque que les investisseurs américains ne viennent pas malgré les efforts de l'ancien Premier ministre Matata? Vous savez, certains sont venus, mais beaucoup regardent la température, comme vous avez dit. Vous savez, tout investisseur, mon cher ami, ne regarde d'abord la température d'un pays avant de venir investir. Vous voyez, jusque-là, notre pays, je peux dire, je ne sais pas si quelqu'un peut me contredire, mais du moins, c'est encore un pays à risque, entre griffes, sur le plan des investissements, parce que ce n'est pas stable. Vous voyez, j'ai lu, je pense, une interview qu'un Congolais milliardaire qui vit à l'étranger, qui devait aller investir quelque chose comme 40 milliards de dollars dans le secteur des logements en Angola. On lui a posé la question, mais comment est-ce que toi tu es Congolais? Je ne vais pas citer son nom ici. Pourquoi toi tu es Congolais, tu n'es pas allé investir dans ton pays, tu vas investir en Angola? Il a dit, le climat des affaires et des investissements, c'est-à-dire le climat n'est pas favorable pour l'investissement au Congo. Donc aussi longtemps que nous serons tout le temps exposés à la guerre, exposés à des conflits armés, beaucoup d'investisseurs résisteront avant de venir. Donc c'est pourquoi l'effort du gouvernement pouvait aussi aller dans le sens, si vous voulez, je pense le président de la République est dans la lignée, tous les gouvernements avec lui, pour essayer de voir de trouver des voies et moyens pour que on revienne à une stabilité qui pourrait attirer des investisseurs. Tout à fait. Et on referme justement cette parenthèse-là pour passer à notre dernier sujet de cette émission. Le gouvernement américain a lancé depuis le mois d'octobre les visas diversité, comme elles appellent, les diversity visas, qui permettent aux personnes venant d'autres pays d'habiter et de travailler aux États-Unis d'Amérique. Ici, en République démocratique du Congo, l'engouement était vraiment immense. Vous qui êtes sur place, dites-nous, comment ça se passe, l'intégration des Congolais en particulier? Vous savez, les États-Unis ouvrent la porte à tout le monde, notamment aux Congolais de la République démocratique du Congo, en proposant aux Congolais de jouer à la DV. C'est vraiment une opportunité, mes chers compatriotes congolais, je dois vous dire la vérité. Ceux qui ont la chance, allez jouer. Vous voyez, pour avoir la chance de venir aux États-Unis. Alors, quand vous jouez à la DV et que vous gagnez, et vous remplissez toutes les formalités possibles, vous venez aux États-Unis. Jadis, qu'est-ce que l'ambassade des États-Unis exigeait? Que vous ayez quelqu'un qui pourrait bien vous accueillir aux États-Unis. Vous voyez, mais j'ai appris hier dans un dialogue que, je ne sais pas si c'est vrai, mais l'ambassade des États-Unis commence même à demander aussi que la personne qui va vous recevoir doit prouver qu'elle travaille. Cette personne-là doit présenter ce qu'on appelle ici les W2, c'est-à-dire le bulletin de paye. Vous voyez qu'il a un income, c'est-à-dire il a un revenu pour vous accueillir. Donc, si vous présentez cela et l'adresse de la personne, on vous donne, on sait que vous êtes en train de partir entre les bonnes mains. Quelqu'un pourra vous recevoir pour vous aider, vous accompagner dans votre démarche d'intégration. Et quand vous arrivez ici aux États-Unis et que quelqu'un vous reçoit,
L'avantage de gagner à la DV, vous avez vos papiers. Vous voyez, vous êtes éligible pour avoir votre green card de 10 ans. Vous voyez, vivre comme un résident ici sur le sol américain. Vous voyez, alors avec tous les avantages que cela comporte, c'est-à-dire que vous êtes éligible pour avoir, si vous voulez, du travail, appliquer, demander, trouver du travail. Vous êtes éligible pour appliquer et trouver un logement. Vous êtes éligible pour un certain nombre d'avantages comme permis de conduire, comme le social security, la sécurité sociale, comme les bénéfices, comme vous voyez, on appelle ça aussi food stamps, bien cash stamps, c'est-à-dire que l'État, pendant que vous êtes en train de chercher à trouver du travail, vous cherchez à vous stabiliser, l'État vous donne un peu d'argent de poche chaque mois, l'État vous donne un peu de nourriture, l'argent pour acheter de la nourriture à la maison pour que vous puissiez manger pendant que vous êtes en train de réunir tous vos documents et commencer le travail. Et dès que vous commencez le travail, l'État va couper tout cela. Là, c'est vrai. Donc, c'est une occasion, une opportunité. L'intégration se fait, entre autres, pour être vraiment très simple dans ce sens-là. Quand vous arrivez, quelqu'un vous reçoit, il vous montre tout simplement les portes. Vous voyez, vous êtes arrivé, ok, donnez-nous les papiers que vous a donné quand vous êtes entré à la porte des États-Unis et vous donnez ces papiers-là, on vous aide, on vous amène légalement. Vous voyez, hein, il n'y a pas des mafias là-dedans à faire. On vous amène légalement là où vous allez voir avoir votre social sécurité, donc votre numéro de social sécurité, là où vous allez bénéficier de quelques avantages sociaux, quelques bénéfices, on appelle ça ici, quelques avantages sociaux, et puis on vous aide à trouver du travail, vous voyez, et on vous aide à trouver un permis de conduire. Si vous conduisez, si vous ne conduisez pas, on peut vous aider à apprendre à conduire et à avoir un permis de conduire, parce que ici aux États-Unis, en tout cas, nécessairement, vous avez besoin aussi d'apprendre à conduire et d'avoir une voiture pour aller au travail avec tout ce qu'il y a comme climat, tout ce qu'il y a comme, je voulais dire, contexte météorologique, si je peux dire ça, c'est nécessaire de savoir conduire. On peut vous aider par rapport à toutes ces choses-là. Et à part ça, on vous aide aussi à vous intégrer dans la grande famille congolaise qui est ici. Et vous allez commencer petit à petit à vous-même vous intégrer. Ce qui est très important aussi, on vous amène à l'école. Vous voyez, beaucoup de Congolais qui viennent ici, nous, l'anglais, ce n'est pas notre langue officielle, vous voyez, mais nous venons avec notre français, ça handicape beaucoup de Congolais à avoir un bon travail. Vous voyez, il y a certains Congolais, il a gagné la DV, mais il était ingénieur. Il a gagné la DV, mais il était journaliste. Il a gagné la DV, mais il était avocat. Il a gagné la DV, mais il était, je ne sais pas moi, enseignant. Mais quand ils arrivent ici, c'est difficile directement de faire ce travail-là parce que vous n'avez pas encore l'anglais. Vous voyez, l'anglais constitue un handicap. C'est pourquoi, là, j'appelle un peu à tous les Congolais qui suivent cette émission. Si vous avez le temps, allez à Cali. Allez dans des centres de formation en anglais, apprenez quelque chose, c'est à votre avantage. Il y a des Congolais ou bien des Africains qui sont venus ici, ils ne sont pas passés par l'école pour apprendre l'anglais. On appelle ça ESL, English as a Second Language, c'est-à-dire l'anglais comme deuxième langue. Vous apprenez l'anglais comme deuxième langue. C'est-à-dire que il y a ceux qui n'ont pas fait ça. C'est-à-dire quand il est venu, on a testé son niveau d'anglais. Non, il n'a pas besoin d'aller à l'école. Directement, il peut appliquer pour un bon travail. Parce qu'avant qu'on vous donne un bon travail, la garantie de l'employeur, c'est d'abord est-ce qu'il parle anglais. Vous voyez, quand vous allez faire l'interview, on fait avec vous l'interview en anglais pour voir si vous exprimez, si vous allez comprendre, si on vous donne telle instruction, si vous allez comprendre cela. Alors si vous ne parlez pas anglais, ça constitue un handicap. C'est quand vous allez voir, ça constitue un handicap. C'est quand vous allez voir quelqu'un qui était avocat au pays, un peu bien enseignant, un peu bien journaliste, et quand il arrive ici, il fait de petits boulots. Vous voyez, on a vu des généraux qui arrivent ici, généraux, c'est-à-dire de l'armée, mais qui arrivent ici, qui vient ici et qui balayent la route, pas d'anglais dans la bouche. Oui, vous faites les jobs, vous allez balayer là-bas, vous allez laver les assiettes là-bas, vous allez faire le cleaning là-bas, vous allez faire la sécurité là-bas, vous voyez, ce n'est que quand vous faites ça que vous allez en même temps à l'école pour apprendre l'anglais. Quand vous apprenez l'anglais, vous pouvez maintenant rentrer encore à l'école ici si vous voulez pour améliorer, étudier encore votre domaine si vous voulez, et c'est ce qui pourrait vous permettre de trouver un bon boulot, un boulot que vous aimez, ce que vous aimez bien faire dans votre vie, et en ce moment-là, vous vous intégrez, c'est-à-dire vous parlez l'anglais
hein, parce que un des indicateurs de l'intégration, c'est de parler l'anglais. Vous parlez anglais et vous savez bien communiquer vos problèmes, vos besoins, et vous conduisez ici parce que la police peut vous arrêter, vous poser des questions et vous soyez en mesure de répondre. Tout à fait, tout à fait. Alors, une dernière question, monsieur Roger Antoine. Vous, en particulier, vous êtes congolais. Qu'est-ce que vous faites sur place pour... vous avez évoqué ici la grande communauté congolaise qui est sur place aux États-Unis. Qu'est-ce que vous faites sur place pour faciliter l'intégration des compatriotes qui arrivent de ce côté-là? Ouais, vous savez, les Congolais qui vivent ici sont constitués en communautés. Ici, à l'État de Washington, où je suis, nous avons la communauté congolaise de Washington qui est un président. C'est-à-dire, si on reçoit un Congolais et qu'il vient d'arriver, il est dans le besoin, nous appelons le président. Le président, nous avons un membre ici, il a besoin de ceci, il a besoin de cela. Lui, et comme c'est une ASBL, donc la communauté congolaise de Washington, c'est une ASBL, c'est une ONG ici, et il va voir quelles sont les ressources il peut obtenir, trouver pour aider notre compatriote. Mais à part ça, il y a une structure encore ici qu'on appelle Congolese Integration Network, le réseau congolais d'intégration, c'est aussi une ONG, qui reçoit, quand un Congolais arrive et qu'il est dans les besoins, on l'amène là-bas. On appelle le président, eh bien le fondateur, le directeur exécutif qui s'appelle Floribert Mobala Maengwa, et c'est d'ailleurs le consul de la RDC ici à l'État de Washington. Il vient d'être nommé, le processus de son installation est en cours. Vous voyez, mais je pense que les autorités de Kinshasa ont approuvé pour qu'il devienne consul ici, malgré quelques protestations de quelques Congolais ici. Mais est-il qu'il a créé une structure qui aide aussi à l'intégration. Vous voyez, et donc on peut amener un Congolais là-bas, on l'aide à apprendre l'anglais, lui-même dans son nom, il dit là, commencer déjà à dispenser le cours d'anglais, donc on va vous donner l'anglais là-bas. Pendant ce temps-là, on peut vous aider à accéder à quelques avantages, quelques bénéfices sur le plan social, ainsi de suite. Si vous avez les papiers qui vous autorisent de travailler aux États-Unis, on peut aussi vous trouver un job pour faire pendant que vous améliorez votre anglais, ainsi de suite. À part ces deux structures-là que je peux considérer comme phares, nous avons aussi African School of Family Wellbeing Policy and Government. Là, c'est une ONG que moi j'ai créée. Ça a aussi une vocation d'aider les Congolais qui arrivent et qui ne savent pas par où commencer pour s'intégrer. C'est-à-dire, nous sommes là pour vous aider parce que vous ne connaissez rien. Nous pouvons vous connecter aux ressources disponibles ici à l'État de Washington, les gens qui peuvent vous aider pour vos papiers, les gens qui peuvent vous aider pour obtenir du travail, les gens qui peuvent vous aider pour vous donner l'éducation dont vous avez besoin, les gens qui peuvent vous aider pour ce qu'on appelle le legal service, c'est-à-dire les services légaux, par exemple, les services d'immigration. Vous voyez, nous pouvons vous aider, vous connecter à toutes ces ressources-là. Vous voyez, donc, mais à part ça, il y a maintenant d'autres organisations, d'autres communautés ici, comme les Éthiopiens, comme les Kenyans, etc. Chaque communauté, en tout cas africaine, a son organisation, ses organisations particulières. Il y a aussi d'autres organisations internationales comme Catholic Community Service, une organisation, une ONG catholique, et qui aide aussi les gens avec les questions d'immigration. Il y a aussi IRC, comme on appelle ça aussi IRC, et International Rescue Committee, ça aide même nous en tant qu'entrepreneurs ici. Il y a des structures qui nous aident parce que vous êtes immigrants, vous êtes noirs, vous avez besoin des ressources. Et ça, on vous aide à vous intégrer parce que vous voulez faire l'entrepreneuriat, le business. On vous aide, on vous accompagne à vous donner les outils qu'il faut pour vous intégrer en continuant, en faisant votre business. Merci beaucoup, monsieur Antoine Roger Bolamba. Je rappelle, vous êtes journaliste congolais, vous restez actuellement aux États-Unis. Mais alors, avant de terminer complètement, vous pouvez nous parler en quelques secondes seulement de votre organisation. Je le vois dans les fonds de votre écran. Panneau 5 PRLLC. Vous nous en parlez juste un peu brièvement avant de conclure l'émission. Merci beaucoup. J'ai deux organisations que j'ai fondées ici aux États-Unis depuis 2021. J'ai obtenu tous les documents légaux, donc des autorités américaines, du département d'État américain. Je fonctionne d'abord comme Panel 5 PRLLC, donc s'il faut dire ça en français, Panneau 5 PRLLC. LLC, c'est comme on dit là-bas, SRL. Vous voyez, j'ai obtenu des documents comme Société de responsabilité limitée. Et qu'est-ce que je fais? PR veut dire tout simplement Public Relations.
en français, relations publiques. Vous voyez, il y a des institutions comme l'IFACIC là-bas qui appellent ça communication des organisations. Vous voyez, j'ai créé cette structure qui fait de la communication des organisations, bien des relations publiques, pour aider les individus, vous voyez, pour aider les organisations, pour aider les institutions à communiquer, vous voyez, pour représenter les individus, les organisations, bien les institutions vis-à-vis du public, vous voyez, à travers les médias. Comme vous savez, nous, en tant que spécialistes, parce que si j'ai suivi une formation, j'ai obtenu un certificat comme Public Relations Consultant, c'est-à-dire consultant en relations publiques, c'est-à-dire que nous aidons, nous représentons, comme les avocats représentent un client qui a commis une infraction, vous voyez, et un avocat va le représenter à la cour. Nous, en tant que responsables des relations publiques, des consultants en relations publiques, nous représentons aussi des individus, des organisations, des sociétés, des entreprises, des mouvements, des idées. Vous voyez, nous les représentons où? Nous les représentons aux médias. Vous voyez, nous les représentons au public d'abord, en passant par les médias. Et c'est le travail que moi, je suis en train de faire ici, aider certaines structures avec tout ce qu'ils ont comme problème sur le plan de ce qu'on appelle corporate communication, c'est-à-dire la communication d'entreprise, pour aider les gens avec les problèmes qu'ils ont, des relations avec les médias. Ici, on appelle ça en anglais media relations. Et le problème que les gens qui ont des problèmes dans leur compagnie viennent eux-mêmes, ce qu'ils appellent crise de communication. Ici, en anglais, on appelle ça crisis communication. En fait, on aide aussi avec tout ce qui concerne le lobbying. Vous voyez, ces questions-là, c'est ça le travail que nous aidons pour aider. Merci beaucoup, monsieur Antoine Roger Bolamba. Merci beaucoup d'avoir accepté à l'invitation de Ecofin Télévision aujourd'hui. Je vous remercie aussi. Je salue en passant mon neveu Charlie Makansi qui est avec vous là-bas. Je vous salue vous-même aussi, mon confrère journaliste, et je pense qu'on est ensemble. Portez-vous bien, que Dieu bénisse la RDC. Merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes journaliste. Nous étions donc en direct avec vous depuis Seattle, dans l'État de Washington, aux États-Unis. Merci une fois de plus d'avoir accepté à notre invitation. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis partout en République démocratique du Congo et même dans la diaspora. Je vous dis, le rendez-vous est donc pris pour un autre numéro de votre magazine Les Dossiers. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite des programmes sur votre chaîne.